Bonjour. Nous avons tous entendu parler du protocole de Kyoto, du développement durable et du Grenelle de l'environnement. Aujourd'hui, c'est du concret et il nous faudra respecter les engagements qui ont été pris. Globalement, la nouvelle réglementation thermique est un bond en avant, car elle divise par 3, en moyenne, les consommations d'énergie des bâtiments par rapport à la RT 2005. Le niveau d'exigence énergétique requis pour les bâtiments basse consommation deviendra la norme, le standard de construction. Dorénavant, la réglementation sera contrôlée systématiquement à la réception des chantiers. La RT 2012, ça vous concerne. Elle s'applique uniquement aux bâtiments neufs. Pour les bureaux, les logements situés en zone en rue, la RT 2012 s'applique à partir du 28 octobre 2011. Je vous rappelle que les zones en rue ou zones de rénovation urbaine permettent aux foyers à revenus modestes d'investir dans l'immobilier avec un taux de TVA préférentiel de 5,5%. Pour les logements situés en dehors des zones en rue, elle s'appliquera à partir du 1er janvier 2013. Et enfin, pour les autres bâtiments tertiaires, la date n'est pas encore connue, mais ce sera certainement fin 2012 ou au plus tard le 1er janvier 2013. Attention, ces dates dépendent du type de bâtiment et correspondent au dépôt du permis de construire. Alors quelles sont les principales exigences de cette nouvelle réglementation thermique ? Un maître d'ouvrage ne pourra plus lancer un appel d'offres sans avoir fait réaliser au préalable une étude thermique. Le calcul du BBio, de la CEP, de la TIC et de la somme d'EPSI, terme un peu barbare, permettra de définir le cahier des charges énergétiques à respecter. Mais rassurez-vous, tout ceci est plus simple qu'il n'y paraît. L'étude thermique et le calcul des performances globales ne relèvent pas de votre entreprise, mais d'un bureau d'études spécialisé. Il est quand même bon de le comprendre. Le BBio, ou besoin bioclimatique, caractérise le bâti. Le BBio max à ne pas dépasser dépend du type de bâtiment et de son lieu de construction, et il est indépendant du système de chauffage. En gros, le BBio, c'est l'enveloppe du bâtiment, son implantation et son orientation. Il est calculé au moment de la conception. La CEP, c'est la consommation conventionnelle en énergie primaire du bâtiment. Elle prend en compte les mêmes éléments que le BBio en y ajoutant les équipements. Ce coefficient CEP max à ne pas dépasser est différent suivant la zone climatique, l'altitude et le type de bâtiment. Prenons l'exemple d'un logement occupé par une famille et soumis à un climat moyen. Le calcul de la CEP théorique sera basé sur une utilisation conventionnelle, hors électroménager, télévision et ordinateur. Dans la réalité, nous savons que la consommation du logement variera selon le climat réel et le mode de vie des habitants. Tout comme pour une voiture dont la consommation réelle dépend du comportement du conducteur et qui est souvent différente de celle annoncée par le constructeur. Si les occupants du logement consomment plus que la consommation théorique, ce qui est tout à fait possible, on ne peut pas vous contraindre à refaire les travaux. Enfin, la température de confort intérieur, la TIC, est un critère d'exigence de confort d'été. La température intérieure, atteinte au cours d'une séquence de 5 jours chauds, doit rester inférieure à une température de référence. Tous ces critères d'exigence réglementaire, le BBio, la CEP et la TIC, sont calculés par un bureau d'études thermiques lors de la conception du bâtiment par le maître d'ouvrage. C'est lui qui a la responsabilité de les présenter quand il dépose le permis de construire. Il ne vous concerne donc pas directement, même s'il est bien de les connaître. La RT 2012 prévoit aussi des performances globales à respecter au niveau des ponts thermiques. La nouvelle réglementation impose que la somme totale de toutes les déperditions dues à l'ensemble des ponts thermiques ne dépasse pas un ratio de 0,28 watts par mètre carré Kelvin. Quant aux ponts thermiques plancher-mur extérieur, leur déperdition doit être inférieure à 0,6 watts par mètre linéaire Kelvin. Là encore, ces valeurs sont calculées par le bureau d'études. C'est donc à la conception du projet que le maître d'œuvre devra prévoir des solutions constructives qui incluront le traitement partiel ou total de ces ponts thermiques, comme par exemple l'utilisation de rupteurs de ponts thermiques ou d'une isolation thermique par l'extérieur ou répartie. Attention aussi à l'utilisation de rupteurs en zone sismique. Si ceux choisis par le maître d'ouvrage ne respectent pas la zone sismique du chantier, il est de votre devoir de l'alerter. Votre entreprise devra respecter scrupuleusement le cahier des charges. Il faut que les rupteurs prévus lors de la conception soient ceux mis en œuvre, et partout. Sinon, le bâtiment, une fois chauffé, laissera apparaître lors des contrôles par thermographie les zones où les rupteurs n'auront pas été positionnés. Enfin, si le maître d'ouvrage a choisi des produits certifiés, c'est qu'ils sont moins pénalisants au niveau de l'étude thermique. Donc si vous avez le choix entre des produits qui affichent les mêmes performances, choisissez systématiquement ceux qui sont certifiés. Il existe 2 autres garde-fous à respecter. Pour une paroi entre un local chauffé et un local non chauffé, le coefficient de transmission surfacique ne doit pas dépasser 0,36 watts par mètre carré Kelvin. De plus, il faut que la surface minimale de baies vitrées soit supérieure à 1/6 de la surface habitable.
Une autre exigence de performance est à respecter, une de plus, celle de l'étanchéité à l'air. Elle est mesurée à la livraison du logement, qu'il soit individuel ou collectif, et ne devra pas dépasser 0,6 m3 par heure et par mètre carré de parois déperditives en maison individuelle et 1 m3 par heure et par mètre carré en immeuble collectif. Alors, comment effectuer un test d'étanchéité et quelles sont les zones les plus déperditives ? Regardez. Alors ce test consiste à mettre le bâtiment en surpression ou en dépression de manière à vérifier les fuites d'air parasite, à mesurer le débit de fuite d'air parasite et donc de déterminer la perméabilité telle qu'il est définie dans la réglementation thermique. Alors, le test intermédiaire est à mon goût extrêmement important parce qu'il permet donc de vérifier l'étanchéité du projet suffisamment tôt pour qu'il soit encore temps de corriger de manière à s'assurer que le résultat final soit conforme à la réglementation. On va notamment regarder particulièrement les menuiseries, on va regarder quand on est en test intermédiaire les parois, les défauts qu'on pourrait avoir au niveau des murs, au niveau des planchers, au niveau des plafonds. On va également voir quand on est en test final toutes les fuites d'air parasites qu'on peut avoir au niveau des équipements électriques. On va évidemment être très attentif à tous les éléments traversants, donc d'évacuation, de tuyaux ou encore même de charpente. Premier cas de figure, on est en maison individuelle, on mesure cette maison individuelle et on vérifie sa conformité par rapport à la réglementation. Lorsqu'on est en maison individuelle, mais cette fois-ci groupée, on va devoir mesurer, quel que soit le nombre de maisons, on va devoir mesurer 3 maisons. Et c'est le résultat de ces 3 maisons qui permettront de vérifier la conformité de l'ensemble des maisons pour la réglementation thermique 2012. Quand on est en logement collectif, la règle est légèrement différente. Lorsque ce logement collectif comprend moins de 30 logements, on va mesurer 3 logements répartis dans le bâtiment de manière à ce qu'on soit dans les conditions les plus défavorables. Si ce bâtiment collectif est composé de plus de 30 logements, dans ces cas-là, on va mesurer 6 logements. Il faut démystifier le test à l'étanchéité à l'air. C'est important d'en faire un, effectivement, en cours de construction, au clos et au couvert. C'est là qu'on va voir les principales fuites et les problèmes. Et à ce moment-là, on peut facilement y remédier. Le test final devrait être qu'une formalité. Plus on va aller dans la réglementation thermique, et plus il va falloir qu'on travaille ensemble. Quand je dis ensemble, c'est tous les corps d'État, mais c'est aussi la maîtrise d'ouvrage, c'est aussi le maître d'œuvre, c'est vraiment l'ensemble des acteurs de la construction qui devront davantage préparer le chantier en amont. C'est très pédagogique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu comment ça fonctionnait, un test, les principales fuites et tout ça, je pense que le compagnon, il comprend. Vraiment, ça donne du sens à son travail. Ce qui est important, c'est la qualité de l'ensemble de la construction. Et là où c'est important et où les entreprises, on a tous à y gagner, c'est qu'on valide enfin la qualité réelle du travail. C'est-à-dire que c'est pas simplement une étude thermique et puis des épaisseurs d'isolation. Là, on est vraiment sur la qualité de la construction. Alors, qui est responsable de quoi ? Le maître d'ouvrage est responsable de la conception du bâti et devra donc respecter les 2 étapes suivantes. À la demande du permis de construire, il devra fournir une attestation qui tient compte de la réglementation thermique, c'est-à-dire la vérification de l'exigence du B-Bio et celle de la surface vitrée du logement, soit au minimum 1/6 de la surface habitable. Et, à l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage devra fournir une attestation démontrant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique. Cette attestation contiendra la vérification de la note de calcul B-Bio, CEP, TIC, celle des certificats de produits utilisés, ainsi que le résultat du test d'étanchéité à l'air. Ce test doit être réalisé par un organisme qui a la qualification 871 perméabilité à l'air de l'enveloppe de Calibat. Ces contrôles ne peuvent être effectués que par un bureau de contrôle, un architecte, un organisme certificateur ou un diagnostiqueur immobilier dans le cas d'une maison individuelle ou accolée. Je vous propose maintenant d'écouter M. Bardy, sous-directeur de la qualité et du développement durable dans la construction.
il y a d'abord une responsabilité globale du maître d'ouvrage qui doit respecter la réglementation, la maîtrise d'œuvre bien entendu qui fait les calculs, qui vérifie, et puis chaque entreprise, puisqu'il y a souvent plusieurs entreprises qui interviennent, a la responsabilité de ce qu'elle a fait. Et on verra sans doute que une des grosses nouveautés qui est l'essai d'étanchéité à l'air va amener obligatoirement à ce que chacun regarde bien ce qu'il a fait, puisque ça va être le résultat global qui va être jugé. L'essai d'étanchéité à l'air, il permet de voir s'il y a des fuites et il permet de voir où elles sont. Donc ça aidera. Par contre, il ne le dira pas si c'est de la faute du maçon, la faute du menuisier qui a fait l'isolation ou la faute de l'électricien qui est arrivé après. On sait que les maîtres d'ouvrage qui ont commencé, puisqu'avec le label BBC, il y a déjà des tests d'étanchéité à l'air, c'est qu'au départ, les résultats ne sont pas toujours bons et puis qu'au fur et à mesure, ça s'améliore parce que les gens apprennent qu'il faut faire bien attention à tous les détails. Alors c'est vrai que pour certains, ça va changer un petit peu la manière de faire, mais je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Si le projet a changé depuis l'appel d'offres, ou bien c'est le maître d'ouvrage qui a demandé le changement du projet et donc l'entreprise, normalement la maîtrise d'œuvre refera les calculs, mais sinon l'entreprise a intérêt à dire attention, il faut vérifier. Si c'est l'entreprise qui a proposé des modifications, elle a intérêt là aussi, ou bien elle est capable, elle, de refaire les calculs, ou bien elle demande à la maîtrise d'œuvre et en demandant au maître d'ouvrage de refaire les calculs. Donc l'ART 2012, c'est aujourd'hui, c'est ce que l'on sait faire aujourd'hui avec les matériaux, les équipements, le savoir-faire des bureaux d'études, des entreprises, puisqu'il y a déjà plus de 100 000 logements, bâtiments basse consommation qui sont en cours ou même déjà réalisés. Il va falloir maintenant passer de 100 à 400 000. C'est là le challenge, mais c'est un challenge tout à fait raisonnable. Et pour 2020, on ira vers des bâtiments à énergie positive avec, comme toujours, des labels qui préfigureront ces bâtiments. L'ART 2012 peut sembler révolutionnaire, car le niveau des performances est beaucoup plus élevé, le contrôle est systématique et la perméabilité à l'air est mesurée. L'étude en amont est donc primordiale. Par contre, les techniques de construction sont déjà connues. Vous savez déjà construire des bâtiments basse consommation en respectant les DTU et en effectuant une mise en œuvre précise. Le dialogue entre tous les acteurs de la construction doit être renforcé pour permettre à tous les corps d'État de travailler ensemble et de livrer un bâtiment performant.